Bienvenue dans votre programme d'immersion en programmation web. Précédemment, dans le chapitre 1, nous avons parlé des fondamentaux du web, de tous les éléments que vous devez nécessairement connaître pour pouvoir prétendre faire du développement web. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous prie de la suivre. Le lien de la vidéo est mis en commentaire. Dans le chapitre 2 que nous présentons actuellement, nous verrons la généalogie du HTML5. Nous parlerons ici de l'histoire du HTML5, des différentes étapes qui ont permis d'arriver au HTML5. Ensuite, nous parlerons du fonctionnement du langage HTML5. Puis, nous verrons les différentes règles de base pour définir un document HTML5 et comment vous pouvez vous rassurer que votre document HTML5 a été bien rédigé ou pas. Ensuite, nous verrons la structuration d'un document HTML5, puis la structuration du contenu de la page d'un document HTML5. Tout au long de cette section, nous aurons des exemples pratiques pour permettre de mieux assimiler les notions enseignées. Avant de commencer le cours, je vous prie de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager à tout votre entourage afin de permettre à tout le monde de profiter de ce cours. La généalogie du HTML5. Ce que vous devez connaître à la base, c'est que le HTML5 est un langage de balisage. Balisage signifie quoi? Ça signifie simplement que le contenu de la page HTML5 sera toujours mis dans une balise. Les langages de balisage sont issus du langage HTML, créé en 1986 pour structurer des contenus divers. En 1992, Tim Berners-Lee invente le HTML dans le but de structurer les données, principalement les données textuelles et pas des présentations diversifiées comme nous voyons actuellement. Cette invention a attiré un grand nombre d'utilisateurs, ce qui a poussé les grosses entreprises telles que Microsoft et Netscape à essayer chacun de son côté d'ajouter une couche graphique dessus. Le problème avec ce détournement, c'est que chacun fait les développements de son côté et on n'a plus un langage commun, un langage qui peut tourner à la fois sur le navigateur de Chrome et sur le navigateur de Escape. Pour résoudre ce problème, en 1996, Econ Hume Lee crée le CSS, Cascading Style Sheet, pour designer les pages HTML. Cependant, les mauvaises habitudes avaient déjà été prises. Comme on dit souvent, les mauvaises habitudes ont la peau dure. D'où donc l'apparition du HTML4 et particulièrement sa version stricte. Version stricte parce qu'on a besoin de forcer les développeurs à respecter les normes et les règles du langage. Et le HTML4 est associé à l'emploi systématique et obligatoire du CSS2. Le CSS2 devait apporter la solution pour avoir des interfaces graphiques modernes. Dans la même lancée, en 1998, la création du XML et son succès conduisent le groupe W3C a créé le XHTML, pas comme une version de HTML, mais une reformulation du HTML en tant qu'une application du XML. Cependant, cette version XHTML n'a pas été acceptée par les éditeurs de navigateurs et les créateurs de moteurs de recherche. Profitant de cette occasion, le groupe Watch, dirigé par Ian Hickson, propose le HTML5 qui est une évolution du HTML4. Cette version HTML5 est acceptée et adoptée par tous les éditeurs de navigateurs et les créateurs de moteurs de recherche. Donc, actuellement, tous les navigateurs sont compatibles avec le HTML5 parce qu'ils ont accepté cette évolution du HTML5 proposée par le groupe Watch. Il est donc essentiel pour tout développeur web de comprendre le fonctionnement du HTML5 afin de pouvoir créer des documents HTML5 conformes à la spécification définie par le groupe Watch. L'élément au cœur du langage HTML5, c'est la balise. C'est quoi une balise de façon simple? Une balise est un nom encadré par le signe inférieur et le signe supérieur, ou encadré par le signe inférieur plus un anti-slash et le signe supérieur sans anti-slash. On parlera donc de balise d'ouverture et de balise de fermeture. La balise d'ouverture est la balise où le nom est encadré par le signe inférieur et le signe supérieur. Et la balise de fermeture est la balise dont le nom est encadré par le signe inférieur et un anti-slash. Puis,
le signe supérieur. Aussi, vous entendrez des expressions comme élément HTML. L'élément est le nom qui est encadré entre le signe inférieur et le signe supérieur. Donc, une balise, c'est donc quoi? Signe inférieur, nom de l'élément, signe supérieur. Au milieu, entre la balise d'ouverture et la balise de fermeture, on retrouve le contenu de la balise. On a donc deux types de balises. Nous avons des balises non vides et les balises vides. Une balise non vide est une balise qui a du contenu, qui a une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Et au milieu, nous avons le contenu du document. Une balise vide est une balise qui n'a pas de contenu, qui a uniquement la balise d'ouverture. La seule différence que la balise d'ouverture se termine par l'anti-signe supérieur, au lieu de se terminer par le signe supérieur uniquement. Dans le cas d'une balise non vide, le nom de l'élément de la balise d'ouverture doit être le même que le nom de l'élément de la balise de fermeture. La liste des éléments utilisables est limitative et clairement définie dans la spécification du langage HTML5. Chaque élément possède un ensemble d'attributs. Les attributs permettent de personnaliser les éléments afin d'avoir le rendu personnalisé que nous souhaitons. Tous les attributs d'un élément se mettent toujours dans la balise d'ouverture et non dans la balise de fermeture. La liste de tous les attributs d'un élément sont connus et ne peuvent être inventés par le développeur. Donc, je suis un développeur lambda, je souhaite ajouter un texte à ma page HTML. La première question que je me pose est la suivante. Quel est l'élément HTML que je vais utiliser pour ajouter mon texte? Est-ce que mon texte est un titre? Si mon texte est un titre, il y a l'élément H1 pour dire titre de niveau supérieur. Est-ce que mon texte est un sous-titre? Il y a l'élément H2. Est-ce que mon texte est un sous-titre d'un sous-titre? Il y a l'élément H3. Est-ce que mon texte est un paragraphe? Il y a l'élément P. Est-ce que mon texte est un lien que lorsqu'on va cliquer dessus, ça va me rediriger vers notre page? Il y a l'élément A. Donc, je peux vous citer comme ça une liste d'éléments que je maîtrise parce que j'ai l'habitude de développer dans le web. Maintenant, je souhaite que mon titre soit de couleur rouge. Alors, je vais définir la valeur de l'attribut de l'élément H1 afin que mon titre soit de couleur rouge. Donc, il revient au développeur de connaître pour chaque élément HTML quels sont les attributs et quelles sont les valeurs possibles de ces attributs. Je ne vous conseille pas de les apprendre sous forme de récitation, mais je vous recommande de faire beaucoup d'exemples, de faire beaucoup de développement. À force de développer, vous allez finir par apprendre et par comprendre cela. Et enfin, pour mettre le commentaire dans votre page HTML, vous devez utiliser le signe inférieur, point d'exclamation, 2 tirets, votre commentaire, et en fermeture, 2 tirets, signe supérieur. C'est très important de commenter votre page HTML pour permettre aux développeurs qui vont venir après vous de comprendre ce que vous avez fait. Mais faites attention de mettre dans votre page HTML comme commentaire des informations confidentielles comme le mot de passe de votre compte, parce que les commentaires qui sont dans la page HTML peuvent être directement visibles par le client au niveau du navigateur. Maintenant que nous avons expliqué le fonctionnement du langage HTML5, il est important après votre développement de savoir si vous avez respecté toutes les règles. Parce que le non-respect des règles peut vous causer beaucoup de problèmes, parmi lesquels un mauvais référencement de votre page web. Les moteurs de recherche ne vont pas proposer votre page web au monde entier lorsqu'on fera des recherches. Le temps de traitement et d'affichage de votre page web sera long parce que vous allez donner plus de travail au navigateur pour savoir exactement ce que vous désirez faire. Pour valider votre page HTML5, le groupe Watch a proposé un validateur qui est disponible en ligne. Voilà l'URL http://html5.validator.nu. Pour valider votre page XHTML, pour ceux qui veulent faire du XHTML ou du HTML4, le groupe W3C a proposé aussi un validateur. Cependant, il existe des IDE, des éditeurs de code, qui permettent déjà de faire cette validation en temps réel. Au fur et à mesure que vous écrivez votre code, il valide pour vous. Les plus utilisés sont VS Code, WebStorm et Eclipse. Tout document HTML doit respecter cette structure qui est affichée à l'écran. Nous avons en 1 la définition du type de document avec la balise point d'exclamation doctype HTML pour dire que le document que nous sommes en train de rédiger est un document HTML.
Ensuite, on a l'élément HTML qui englobe tout le document. D'où la balise d'ouverture HTML et la balise de fermeture HTML. Ensuite vient l'élément head qui englobe toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la page. Ces éléments s'appellent des métadonnées. Ensuite vient le dernier élément, le 4, qui est l'élément body. L'élément body contient l'ensemble de tous les éléments textuels et graphiques de votre page web. Parlons en plus de l'élément HTML. Tel que vu précédemment, l'élément HTML englobe les éléments head et body. Il possède des attributs dont les plus utilisés sont: le premier attribut, c'est lang, L-A-N-G, dont la valeur est le code d'une langue normalisée qui indique la langue utilisée par défaut par le navigateur pour votre page. Ensuite, l'attribut D qui permet de définir le sens de lecture de la page. Par exemple, les Européens, les Africains, pour certains, lisent le document de la gauche vers la droite. Dans ce cas, la valeur est LTR. Les Arabes lisent le document de la droite vers la gauche. La valeur, c'est RTL. Sur l'écran, on a un exemple qui définit un document HTML dont la langue par défaut est le français et le sens de lecture est de la gauche vers la droite. L'élément head est l'élément en tête qui englobe toutes les métadonnées qui permettent le bon affichage de la page HTML. Parmi les éléments qu'il englobe, nous avons l'élément base, l'élément link, l'élément meta, l'élément script, l'élément style et l'élément title. L'élément base possède un attribut obligatoire href dont la valeur est une URL qui va servir de l'URL de base pour compléter les URL relatives. L'élément title, il permet de définir le titre qui apparaît dans la barre de titre située en haut au niveau de la fenêtre du navigateur. Tel que vous pouvez voir sur votre écran, on a un titre tel TextDigo, améliorer votre service client. Ensuite, nous avons l'élément link. L'élément link permet d'établir le lien entre votre page HTML et d'autres documents externes nécessaires à la page. Il est un élément vide. L'information est contenue dans ses attributs réels, type, href, hrefram, lan, media, size. L'attribut réel indique le nom de la relation à établir avec le fichier externe. Nous avons comme nom style sheet par exemple. Si le fichier externe est une feuille de style. Nous avons alternate si le fichier est une page alternative à la page actuelle. Nous avons le nom shortcode icon ou icon pour faire référence à l'icône qui identifie votre site. Ensuite, nous avons la valeur previews ou prev qui désigne la page précédente de votre page selon l'ordre de navigation. Ensuite, next qui désigne la page suivante selon l'ordre de navigateur et help qui désigne la page d'aide de votre site web. Puis vient l'attribut type qui désigne le type du contenu du fichier externe. Type égale à texte CSS veut dire que l'élément externe que nous souhaitons associer à notre page est une feuille de style CSS. On peut aussi avoir la valeur texte JavaScript pour dire que l'élément externe est un script JavaScript, texte HTML pour dire que c'est un document HTML, image XIcon pour dire que c'est une icône. Ensuite, l'attribut href qui contient l'adresse relative ou absolue de la ressource externe à associer. L'attribut hreflang qui définit la langue utilisée dans le document cible. Est-ce que notre document cible, c'est un document qui a été rédigé en français ou en anglais, ou en allemand ou en espagnol? Puis nous avons l'attribut média qui indique le type de média concerné par le document. En effet, une page web peut s'afficher sur plusieurs médias, d'où cet attribut. Print, c'est au moment de l'impression. Projection, c'est lorsque vous voulez projeter le site. Et TV, c'est lorsque vous voulez visualiser le site web au niveau de votre téléviseur. Par exemple, Netflix peut être visualisé au niveau du téléviseur. Ensuite, nous avons l'attribut size qui définit les dimensions de votre icône. Cet attribut est renseigné uniquement lorsque le nom de la relation avec le fichier externe est icône. Par exemple, on peut avoir une icône qui identifie notre site de dimension 25 x 25, qui signifie 25 pixels de largeur et 25 pixels de hauteur. Avant de continuer, faisons un petit test pour l'utilisation de l'élément link.
Veuillez faire une pause sur la vidéo, répondez, ensuite relancez la vidéo. Top chrono. Comme correction de ce test sur l'élément link, pour la balise 1, on peut remarquer que la valeur de l'attribut réel est style sheet pour dire que le document externe est un document de style. Ensuite, on a la valeur de l'attribut type qui est égal à texte CSS pour dire que le type de document externe qu'on veut ajouter à notre page est une feuille de style CSS. Ensuite, on a la valeur de l'attribut href qui est égal à code.css pour dire que le chemin vers le fichier de design, c'est code.css. En réalité, c'est un chemin relatif. Donc, si dans cette page, nous avons ajouté la balise base, alors la valeur href de la balise base sera concaténée avec cette valeur href pour avoir le chemin absolu. Que fait donc cette balise? Cette balise lit la feuille de style de code CSS à la page HTML, quel que soit le média. Ensuite, la balise 2, nous avons l'attribut réel qui est style sheet, on en a parlé, type qui est texte CSS. Mais la différence, c'est qu'on a spécifié le média qui est print. Média print veut dire la feuille de style ne sera appliquée qu'au moment de l'impression de la page. D'où cette balise fait quoi? Cette balise lit la feuille de style styleweb2.css à la page HTML uniquement au moment de l'impression de la page. Pour la balise 3, nous remarquons l'élément link. Le rel, le nom de la relation avec le document externe est icône. Ça veut dire que c'est une image. C'est l'icône qui va identifier la page. Ensuite, on a le type qui est image icône pour dire que c'est une image icône. Et on a href qui est fashion.ico. Qu'est-ce que cela fait? Cela définit une icône pour identifier la page HTML dont le nom du fichier image est fashion.ico. Un deuxième test, top chrono. Comme solution, que dit la première description? Créer un lien de dépendance à la page 3.html pour qu'elle soit la page suivante dans l'ordre de navigation. L'élément pour créer le lien avec la page S7, c'est l'élément link. Ensuite, la relation, c'est la page suivante, dont la valeur de l'attribut réel sera next. Ensuite, le type de document, c'est HTML, page 3.html, dont le type sera texte HTML. Et l'URL de la page, c'est page 3.html, dont le href sera page 3.html. D'où cette balise HTML pour la description 1. Ensuite, la description 2, qu'est-ce qu'elle dit? Créer un lien vers le fichier JavaScript code.js. Quelle est sa solution? On veut créer un lien vers le fichier externe dont l'élément HTML qu'on utilise, c'est l'élément link. Ensuite, le nom de la relation est script, dont la valeur réelle est script. Ensuite, le type du document externe, c'est un document JavaScript, dont le type sera text/JavaScript. Et le nom du fichier qui contient le script, c'est code.js, dont la valeur de l'attribut href sera code.js. Dans l'élément head, nous avons aussi l'élément meta. Que fait l'élément meta? L'élément meta contient des informations qui ne sont pas visibles dans la page, mais qui sont destinées au serveur web, au navigateur et au moteur de recherche. Il est un élément vide. L'information est contenue dans les attributs name ou http equif selon le cas d'utilisation et content. Les valeurs possibles de ces attributs sont des valeurs prédéfinies dont les plus utilisées sont. Par exemple, prenons le cas de l'attribut name. Les valeurs possibles de l'attribut name sont author. Author qui désigne l'auteur de la page. Donc si vous voulez mettre votre nom comme étant l'auteur de la page, alors vous devez définir la balise meta name author. Content sera votre nom. Ensuite, keyword. Keyword désigne les mots-clés qui sont très importants au moteur de recherche pour pouvoir indexer votre page, référencer votre page au moment de la recherche. Ensuite, on a le mot-clé description qui permet de fournir une description détaillée de votre page. Les valeurs possibles de l'attribut HTTP equif sont également prédéfinies. Les plus utilisées sont, nous avons la valeur refresh. Refresh est utilisé pour demander au navigateur de rafraîchir la page toutes les n secondes. La valeur n est renseignée comme valeur de l'attribut content. Ensuite, nous pouvons aussi avoir la valeur content type. Le content type permet de définir simultanément le type de la page et le jeu de caractères utilisé dans la page. La valeur de l'attribut content est une chaîne de caractères ou un nombre entier en fonction de la valeur de l'attribut name ou HTTP equif.
Dans l'élément head, nous avons aussi l'élément script. L'élément script est légèrement semblable à l'élément link dans la mesure où il permet de lier votre page avec un document externe. La différence est qu'il permet de lier uniquement avec des documents JavaScript, pas d'autres types de documents. La balise script permet aussi d'ajouter directement du code JavaScript dans votre page HTML. Cette balise possède plusieurs attributs, parmi lesquels nous avons l'attribut type, source, char7. L'attribut type contient généralement la valeur texte JavaScript ou application JavaScript. Ce sont les deux valeurs possibles. Ensuite, l'attribut source est facultatif. Il est renseigné si on souhaite faire le lien avec un fichier JavaScript externe. Sinon, il n'est pas du tout renseigné, parce que le code JavaScript sera inclus directement dans la balise script. L'attribut char7 est utilisé pour spécifier le jeu de caractères utilisé dans l'élément script. À l'écran, vous avez quelques exemples. La balise script, type, texte JavaScript. Et à l'intérieur, vous définissez votre fonction. On n'a pas défini la valeur de l'attribut source parce que la définition du code JavaScript se fait directement dans la page HTML. Dans le deuxième cas, nous avons script, type, texte JavaScript, source, HTTP, www, textdigo, ainsi de suite. Cet exemple permet de faire une liaison entre votre page HTML et une page JavaScript du site web www.textdigo.com. Dans l'élément head, nous avons aussi l'élément style. Contrairement à l'élément link, l'élément style permet d'ajouter du code CSS directement dans la page HTML. Il est un élément non vide dont le contenu est le code style qui sera appliqué à notre page. Nous n'allons pas entrer en détail dessus parce que nous avons un chapitre qui sera dédié au langage CSS. Mais il est important pour vous de savoir que ce code qu'on écrira plus tard sera intégré grâce à la balise style de HTML. La balise style possède deux attributs principaux. Le premier, l'attribut type, il prend toujours la valeur texte CSS pour dire que le contenu de la balise est du texte CSS. L'attribut média désigne le type de média concerné par le style CSS. Exactement comme dans la balise link, média peut prendre les valeurs print, screen, ainsi de suite. Faisons un petit test sur les balises script et les balises style. Veuillez répondre aux questions suivantes. Top chrono. Comme solution, la question 1. Que faut-il faire pour qu'une balise script non vide soit vide? Nous avons vu tout à l'heure qu'une balise script non vide est une balise script dans laquelle on définit directement le code JavaScript. Donc, pour transformer une balise script non vide à une balise script vide, il faut déplacer le contenu de la balise script dans un nouveau fichier avec l'extension .js. Puis, ajouter à la balise script l'attribut source avec le nom de ce fichier. Comme deuxième question, nous avons quel est le code HTML pour ajouter ce style CSS directement dans la page web. Nous avons HM background color yellow, color blue. Comme solution, pour ajouter le style directement dans la page web, nous ne pouvons pas utiliser l'élément link parce que l'élément link permet de faire le lien entre la page et un document externe. Nous devons utiliser l'élément style. La balise style avec un type texte CSS qui est la seule valeur autorisée, comme média screen pour dire que le style est appliqué à l'écran d'ordinateur, et comme contenu de la balise, nous copions le code CSS pour ajouter à ce contenu. Nous avons terminé avec l'élément head. Ensuite, dans l'élément HTML, nous avons l'élément body. L'élément body est le conteneur de l'ensemble des éléments textuels et graphiques de la page HTML. Presque tous les éléments HTML sont regroupés en catégories qui précisent leur rôle. Nous avons la catégorie flow, la catégorie interactive, la catégorie phrasing, la catégorie heading, la catégorie embedding, la catégorie sectioning et la catégorie bêta. Que contiennent ces différentes catégories? Les éléments de la catégorie flow. La catégorie flow contient les éléments qui peuvent directement apparaître dans la balise body. Parmi ces éléments, nous avons A, ABR, adresse, article, asize, audio, B, BDO. La liste est exhaustive. Ensuite, nous avons les éléments de la catégorie phrasing qui permet de structurer et d'enrichir le texte à l'intérieur d'une phrase ou d'un paragraphe.
Nous avons par exemple button, code, embed, iframe, img, input, ainsi de suite. Puis les éléments de la catégorie interactive qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec la page. Parmi les éléments de la catégorie interactive, nous avons l'élément A, l'élément button, l'élément embed, l'élément iframe, l'élément vidéo lorsque l'attribut contrôle est présent. Ensuite, les éléments de la catégorie heading permettent de définir les titres et les sous-titres. H1, titre de plus haut niveau, H2, titre de deuxième niveau, H3, titre de troisième niveau, ainsi de suite. Puis, les éléments de la catégorie sectioning qui permet de structurer la page en sections sémantiques. Article, aside, nav, section. Par exemple, lorsqu'on a aside, on sait sémantiquement que c'est pour définir un menu de navigation interne à la page, d'où le terme sémantique. Puis, les éléments de la catégorie embedded qui permettent d'ajouter des ressources externes dans la page. Par exemple, audio, on peut faire lire un audio dans notre page HTML. On peut faire lire une vidéo directement dans notre page HTML. On peut ajouter une autre page dans notre page HTML grâce à l'élément iframe. Puis les éléments de la catégorie metadata utiles pour fournir des informations sur le document, comme dans la balise head. Nous avons base, link, meta, script, style, title. Et enfin, nous avons des éléments hors catégorie. Il s'agit des éléments qui n'appartiennent à aucune des catégories citées précédemment. Par exemple, caption, call, head, HTML et tbody. Comment peut-on structurer le contenu de notre page HTML? Nous vous proposons ici un exemple de structuration recommandé par la communauté Watch. Tel que présenté sur l'écran, nous avons en en-tête l'élément header pour définir l'en-tête de votre page. Au niveau de l'en-tête des pages, on retrouve généralement quoi? Des menus de navigation, des icônes de notification, des icônes pour permettre à l'utilisateur d'accéder à leur compte, de se déconnecter, de modifier leur profil. Puis, directement en dessous du head, on peut avoir l'élément nav, l'élément eSite pour définir le menu interne à la page. Puis l'élément section pour créer une section afin de mettre tout autre élément divers de la page. Ça peut être un tableau, ça peut être un paragraphe, ainsi de suite. Ensuite, l'élément article au choix qui permet de définir votre article si votre page est une page de journal par exemple. Sinon, vous pouvez avec des sections découper votre page pour avoir la structuration dont vous souhaitez. Enfin, nous avons l'élément footer qui permet de définir des éléments globaux à votre page, tels que le copyright, les menus essentiels, les contacts de votre entreprise pour pouvoir vous joindre directement. Pour arriver au terme de ce cours de HTML, il faut remarquer que ce cours est un cours purement théorique car il sert de base pour les différents ateliers pratiques que nous verrons par la suite après le cours de CSS3. Donc, restez scotchés. Activez la cloche de notification afin de ne rater aucun autre chapitre ou aucun atelier pratique.